Alors, vous attendiez désespérément l'épisode 2 qui allait enfin vous montrer la nouvelle Audi A8 à 500 € dans des situations compromettantes? Bah vous allez être servi. Et pas seulement elle, une autre également. Et oui, emporté par mon élan, j'ai acheté une seconde A8. Et les scènes suivantes devraient vous aider à deviner quel sera son destin. Is it okay? Yeah. The documents. Thank you. And there's a spare key inside there as well. Yeah, totally. Perfect. Yeah, still a little bit of juice, A little bit. but not enough to start it. I imagine. Possibly, but we had to use this yesterday to start it. Yeah, So so I'm maybe. I think we were better off just trying. So many pockets. Yeah. Thanks. Do I try? Yeah. 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 Good. Oh, not good, not good. Go ahead. C'est à ce moment-là que je remarque qu'il manque un petit morceau de la nouvelle venue. So, if you don't mind me asking, how much have you paid the man for this? Way too much. Donc, maintenant qu'il fait jour, voilà les indices à relever. Bon, et puis, le gros morceau manquant devant, c'est vraiment pénible. Parce que quand on achète une A8 comme donneuse, c'est surtout les pare-chocs qu'on espère récupérer. En tout cas, vous avez devant vous le combo gagnant pour une A8 dont personne ne veut. Malgré tout, il y a quelques arguments pour elle, et certains m'ont fait douter, non pas de son destin, mais de la destination de ses pièces, puisque, oui, évidemment, elle a vocation à être mise en puzzle. La carrosserie est propre dans l'ensemble, mais loin d'être irréprochable. Les pare-chocs sont cassés et fissurés, certaines portes ont été repeintes en blanc, par-dessus une peinture foncée, sans préparation préalable on dirait. Pour le reste, on va explorer ça ensemble. On a déjà 5 jantes identiques en 18 pouces, ça peut servir. L'intérieur réserve quelques bonnes surprises, à commencer par un intérieur sport fourni par Recaro, beaucoup plus enveloppant que les sièges standards présents sur l'autre A8. Ils sont électriques à mémoire et chauffants pour ne rien gâcher. Si on se retourne, on retrouve le store électrique de plage arrière, accompagné de rideaux pour les portes latérales. La coudoir contient encore la trousse de secours d'origine. C'est un détail mais ça fait toujours plaisir. Le reste de l'équipement est plutôt correct. Autoradio concert, ASR, régulateur, c'est assez classique. Et en bonus, elle propose aussi le toit ouvrant électrique. Moi qui aime bien les intérieurs clairs, je suis servi. Et évidemment, j'ai songé un moment à monter tout ça dans la première A8.
Sauf qu'en y réfléchissant bien, déjà il me manquerait quelques pièces du fait du volant, monté par or probablement, côté droit. Et puis parce que l'intérieur bleu de la 8V8 est plutôt en bon état et serait quasiment impossible à revendre, s'agissant d'une sellerie standard. On va donc plutôt essayer de financer le reste du chantier de notre premier vaisseau amiral avec la vente de ces pièces dignes d'intérêt. Dans le lot, on pourra d'ailleurs inclure un V6 2 litres 8 30 soupapes faiblement kilométrées. Pour pouvoir les proposer, il faudrait d'abord rendre les pièces présentables. Voilà donc un petit nettoyage de l'intérieur. Après le siège conducteur, le siège passager vient également assez bien malgré quelques traces de chaud. On finalise le tout avec un peu de teinte sur les zones qui étaient les plus abîmées et on se retrouve avec un intérieur dans lequel on a envie de se vautrer et surtout que certains seraient sans doute prêts à acheter. Voilà le fameux toit ouvrant mentionné plus tôt. Bon, au final, pour quelqu'un cherchant juste une grande voiture confortable sans proposer de grands frissons ni de capacité à remonter des pistes de ski, ça semble pas mal. Heureusement qu'elle a ce volant côté droit, sinon j'aurais vraiment eu des scrupules à ne pas la remettre en état. Allez, un dernier coup d'œil avant de commencer le démontage. Je connais pas les chiffres exacts, mais cette A8 blanche doit peser au moins 200 ou 300 kg de moins que la bleue, avec ses 2 cylindres de moins et l'absence de transmission intégrale. Blanc ou bleu? Ouais, bleu. On va pouvoir commencer à la piller. Mais avant ça, en fait, il est urgent de pouvoir immatriculer celle qui nous intéresse. J'ai donc été passer un contrôle technique qui m'a confié une petite liste de corvées. Bon, pour la plaque, absence de plaque, ce qui est normal à ce stade. On entre ensuite dans le vif du sujet avec des flexibles de frein HS, des goujons de roue que j'ai momentanément empruntés pour la 200, vendue depuis. On a aussi quelques rotules fatiguées et des pare-chocs défoncés qui présentent des parties saillantes qui n'auraient de réelle utilité que dans une version moderne de Carmageddon. On va commencer par s'occuper de la dernière défaillance majeure listée, le voyant d'airbag allumé. Le reste des défauts devrait pouvoir être facilement éliminé en s'occupant des points majeurs en fait. J'attaque donc le démontage du volant et de son airbag. La coque supérieure de la colonne était déjà absente, donc on peut imaginer que quelqu'un est déjà passé par là. Et ça se confirme plus tard puisque les cosses liées au contacteur tournant de l'airbag sont coupées. Je commande donc sur eBay un contacteur tournant complet et en bon état. Après l'avoir assemblé sur mon volant, on passe au remontage et j'efface le défaut avec mon outil diagnostic. Alors, après 2 secondes de suspense, le voyant reste bien éteint. On peut passer à la suite, un peu dans l'urgence. Bon, j'ai plus que quelques jours pour passer la contre-visite, donc il va falloir que je solde tout aujourd'hui. J'ai les bras aussi à l'avant, suspension. J'en profiterai pour faire le soufflet de cardan qui est mort, si je me souviens bien il y en a un. Mais d'abord il faut bouger ça. Et je pense que j'ai plus de batterie. Et je pense que j'ai une boîte dans le coffre. Donc allez. Il faut que je me motive sinon ça va pas le faire. Et il faut trouver aussi un moyen rapide de contourner le défaut des pare-chocs.
Et voilà, pas de pare-choc, pas de défaut de pare-choc cassé. Vous êtes pas convaincu? Moi non plus. Bon, il a quand même pris cher le pauvre, mais on va précieusement le garder de côté, on sait jamais. Pour l'instant, vu la météo, on va enchaîner sur les soucis de train roulant. Le silant bloc d'un des bras supérieurs est coupé, on va la remplacer des deux côtés. Et ici, comme on a un soufflet de cardan HS, on va séparer les deux pour avoir le dégagement suffisant et retirer le cardan. Les rotules des bras supérieurs coopèrent, mais je peux pas en dire autant de celle de la direction qui m'aura donné un peu de fil à retordre. Vu que je vais le remplacer, je prends pas de gants pour virer le second bras supérieur. Enfin, si, j'en porte pour une fois, mais... bah, c'est une façon de parler. Bref. Je passe à la dépose de cardan. Je remplacerai le bras juste après en avoir fini avec lui. Pas de circlip accessible ici, il faut juste être convaincant face à la tête de cardan. Pour une fois, je l'ai démonté entièrement histoire de tout nettoyer. Et j'ai un peu regretté ensuite puisque j'ai eu du mal à remonter la cage dans la noix. Et voilà, prêt à remonter tout ça. Sauf qu'on a ce bras à remplacer donc. Mais aucun souci de ce côté. Tant qu'on est là, c'est le moment idéal pour remplacer le flexible qui est un peu fissuré.
Et j'utilise ma méthode préférée, compresseur branché sur un bouchon de bocal de liquide de frein dans lequel j'ai inséré une valve de jante. On en a fini avec le côté droit, on passe à l'opposé. Bon, j'allais dire que c'était exactement le même travail à faire de l'autre côté, sauf que en fait il y a une spire du ressort ici qui passait juste devant la vis qui est censée sortir dans ce sens là, et donc bah elle ne pouvait pas sortir forcément, donc il a fallu que je dévisse la tête de l'amortisseur de son support, et avec quelques rallonges j'arrive à le descendre. J'espère que je pourrai le remettre facilement tout à l'heure, parce qu'il faut forcer quand même pas mal. Donc voilà, c'est super. Il y a toujours un truc non prévu dans ce genre là. Le bonheur de la mécanique. Bon, pour faire court, j'ai donc remplacé ce bras et le flexible de frein. Et si vous me retrouvez maintenant occupé à désosser cette pauvre A8 anglaise, c'est qu'on a besoin de son pare-choc. Comme vous l'avez vu plus tôt, il est cassé aussi, et il manque un sacré morceau à l'avant gauche. Ou côté droit si on se tient face à la voiture. On va le simplifier et espérer que le contrôleur soit convaincu qu'il n'y a plus de partie saillante. Bon, ça fait illusion, non ? A l'arrière, même topo, le pare-choc de l'anglaise est juste fissuré dans le coin droit. J'ai donc aucun doute sur sa capacité à passer l'inspection. Si on prend le barème horaire du démontage de pare-choc sur S-Type R comme référence, on doit ici se retrouver avec un coef de 0,1, soit 5 minutes. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est tout de suite moins classe une A8 bicolore. Pendant que la bleue est repartie pour sa contre-visite, on va poursuivre le démontage de la blanche. Je pensais récupérer le volant 3 branches pour l'autre A8, malheureusement, le montage de la colonne de direction est différent. La bleue, plus ancienne, dispose d'un écrou pour le fixer, et ici, c'est une vis. Au final, les différences sont légères mais nombreuses, et assez peu de pièces sont vraiment 100% compatibles. L'intérieur complet a trouvé preneur auprès d'un membre du forum Audi Collection. J'essaye donc d'être le plus soigneux possible durant le démontage. Malgré tout, les montants de vitrage cassent comme du verre et je pourrais pas faire de miracle partout. Maintenant que l'intérieur est parti, j'ai un peu de place pour stocker tout ce que je démonterai d'autre. Bon, fin du suspense, la contre-visite est passée. Mais on va évidemment pas se contenter de 2 pare-chocs blancs à moitié explosés. La pièce est difficile à trouver et les reproductions sont d'assez mauvaise qualité. Puis j'aimerais bien que cette donneuse anglaise serve vraiment de donneuse.
Une idée me vient alors à l'esprit, on va tenter un peu de chirurgie et rentabiliser les outils que vous avez pu voir notamment pour la rénovation des carénages de la GSX-F. Par contre il va pas falloir se louper pendant les découpes. Vous voyez là où je veux en venir? Ça va pas tarder si c'est pas le cas. Si je me foire maintenant, je vais pouvoir balancer tout ça à la benne. Maintenant que les alignements sont corrects, on va essayer d'agrafer les deux morceaux ensemble. Cette agrafeuse à chaud prouve encore une fois son utilité. Je crois pas que ça fonctionne aussi bien avec tous les types de plastique, mais sur cela, c'est aussi impeccable que sur les carénages de la moto. Je sais pas exactement combien j'en ai posé, suffisamment on va dire. On va voir si le pare-choc reste en un seul morceau, même en le malmenant un peu. Bon, au final il a l'air bien rigide. Après avoir rajouté encore quelques agrafes de plus, je fixe également une patte de maintien du carter sous la voiture, qui avait pris sa liberté précédemment. On va tester maintenant en conditions réelles. Pas de souci à l'installation, et déjà à ce stade, sans se pencher pour faire ses lacets, ça fait illusion. Si on oublie la couleur bien sûr. Évidemment on va pas laisser ça comme ça, on va combler les espaces restants et essayer de rigidifier encore plus le tout. On devrait récupérer une solidité pas si éloignée de la pièce d'origine, c'est-à-dire pas très solide dans l'absolu. Ces pare-chocs ne résistent pas à grand chose, en témoigne la quasi-absence de pièces d'occasion.
Tant qu'à travailler sur cette pièce, on va évidemment corriger tous les autres défauts qui nous passent sous la main. C'est quand même dommage. Manifestement, ce pare-choc était du même bleu que la voiture avant d'être mal repeint en blanc pour être monté sur la 8 anglaise, qui avait dû casser un autre pare-choc avant ça. Pour les zones difficiles d'accès, la Dremel est parfaite. Je commence à avoir un peu moins honte là. Ça devrait pas être trop mal. Il y a un truc que je voulais reproduire sur le pare-choc de la donneuse, qu'il n'y a pas actuellement. C'est les emplacements pour les bus de la phare. J'ai regardé, à part ce perçage là, tout est identique. Donc le renfort à l'arrière, le support aluminium là, c'est le même, il y a le trou aussi qui est prévu. Donc à part percée de plastique là, je devrais rien avoir à faire d'autre normalement pour que ça fonctionne. J'essaie donc de faire un patron de découpe avec des morceaux de scotch de masquage, en espérant que ça permette d'être assez précis. Sinon ce sera la cata. Il va pas falloir se louper encore une fois. Après quelques corrections supplémentaires, ça semble plutôt ressemblant à l'original. Mais on n'en sera sûr que pour le montage définitif. Dans l'objectif de repeindre ces pièces, il faut un peu de préparation maintenant. Primaire plastique, puis après d'adhérence. Je complète aussi par un après garnissant sur les zones qui me semblent encore un peu moyennes.
Avant de passer le bleu correspondant à la caisse, je vais repeindre la partie inférieure du pare-choc avec un revêtement qui devrait bien résister aux projections. Je vais le pulvériser avec un débit d'air plutôt faible en essayant de retrouver un aspect ressemblant au plastique granuleux. Voilà, ça devrait faire illusion, je pense. Bon, je vous passe très rapidement sur la correction des défauts du pare-choc arrière qui était beaucoup moins dramatique. Une fêlure par-ci, quelques rayures par-là, c'était pas monstrueux. On va enfin pouvoir leur donner de la couleur. Quand le truc est pas neuf, il devient vraiment hyper sensible à... Alors, ça vous semble bien? Bon, ça s'est pas très bien passé cette peinture finalement. Déjà parce que j'ai jamais eu autant de moucherons en faisant de la peinture et ils sont en forme hein, et une fois qu'ils sont collés dedans, ils font des semi-marathons. Donc il y a des belles traînées un peu partout. J'ai l'impression que j'ai eu un souci de dilution de la peinture, donc elle était beaucoup trop visqueuse, bien épaisse et du coup j'ai dû beaucoup charger, ça met un temps fou à sécher. Donc ça laisse encore plus de temps aux moucherons de faire leurs traces dedans. Voilà, ils sont encore en train de s'occuper dans la peinture. Et ouais, pas terrible. Hein. Là ouais. Je suis déçu. Et j'aurai pas le temps de vernir aujourd'hui. C'est dommage, j'avais d'autres pièces qui n'ont rien à voir avec la 8 à faire. Voilà, j'espère que j'aurai pas d'autres déconvenues dans ce style dans le futur parce que c'est un peu décourageant. On sait que les chats sont souvent des animaux difficiles à comprendre. Et là, j'avoue que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a pu motiver ce foutu greffier à venir piétiner le pare-choc? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à cet endroit? Enfin bref, ce matin donc je suis de retour. Je vois que ça a fini par sécher, ça s'est matifié. La peau d'ange est clairement moins prononcée. Par contre, bon, bah, on a toujours nos foutus insectes greffés dedans à certains endroits. Et je pense que ce matin, on va remettre une petite couche par-dessus. On va faire un ponçage très léger au 800. A priori, hier, j'ai eu un souci de pression. J'en avais probablement pas assez et j'ai inspecté mes tuyaux et effectivement, sur l'un d'entre eux, j'ai un petit souci de raccord. Voilà, c'est tout reponcé. Au fin, hein. 800 puis éponge abrasive. Normalement, il n'y a plus de traces d'insectes. Donc voilà, j'ai réglé mon souci
raccord. Bon, pas de mauvaise surprise. Moins d'insectes. Ça va. Ce sera pas parfait évidemment. Mais on est revenu à peu près à ce que je suis prêt à tolérer. On va pouvoir passer le vernis maintenant. Entre les deux couches de vernis, c'est le moment du doute. Est-ce que j'en laisse qu'une, sachant que la première semble parfaite, ou est-ce que je prends le risque de passer à la seconde avec la possibilité de se retrouver avec des coulures ou de la peau d'orange? J'ai choisi de vivre dangereusement. Avant que le vernis ne sèche trop, il vaut mieux retirer le masquage maintenant. Et le ciel s'assombrit assez vite de nuages menaçants. Il vaut mieux prendre le risque de manipuler les pare-chocs pour les rentrer plutôt que de risquer qu'il pleuve dessus. Ça a bien tendu là, ça le fera pas beaucoup plus. Hein. Parce que de toute façon c'est... Ah, c'est presque parfait je trouve. Je les ai rentrés là parce que, contrairement aux prévisions météo, je pense qu'il va pleuvoir d'une seconde à l'autre. Ouais, je suis très content du résultat. Je pense que ça va plus ou moins transfigurer l'aspect de la voiture, même si on a encore pas mal d'autres pièces à repeindre. Ça arrive pas souvent que je sois vraiment satisfait, mais là, je trouve que c'est du bon travail. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que j'ai assez abusé de votre temps. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, le meilleur moyen c'est de regarder tous les autres épisodes qui pourraient se présenter à vous. Il y a quand même pas mal de projets bizarres par ici. Je pense sur des véhicules qu'on voit pas souvent. Et j'ai vu via les commentaires dans les dernières vidéos qu'il y en avait même qui découvraient qu'il y avait eu une Aston sur la chaîne. Enfin, il y est toujours, mais ça fait un moment qu'il n'y a pas eu d'épisode dessus. On y reviendra un de ces quatre. Donc pareil, ce genre de bêtises, je suis passé par là. Il y a 15 épisodes sur la DB7, mais il y a aussi d'autres projets bien barrés. Un des plus gros finalement, qui est pas très connu, c'est celui d'une Chevrolet Caprice qui partait de loin, très loin, mais il y en a d'autres. La Volvo 480, la CLK. Donc n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos en attendant les nouvelles sorties. J'y travaille. Je vous dis à bientôt. Ciao!